Non, mais je ne pense pas qu'Emmanuel Macron doive consulter un psychiatre. Je pense qu'il sait parfaitement ce qu'il fait. Et le but, c'est que ce gouvernement démissionnaire tienne le plus longtemps possible pour en faire un gouvernement qui s'inscrit dans le temps, finalement. Vous pensez qu'un gouvernement démissionnaire peut s'inscrire dans le temps? Combien de temps? Ça fait 42 jours. Ça s'inscrit dans le temps. 42 jours, pour moi, on a battu le record, et ça a été très bien dit par M. Collard. 42 jours, oui, c'est plus d'un mois, c'est énorme. Ça aurait déjà dû être réglé, cette situation. Il y a le vote du budget, quand même. Non, mais la question que vous posez pour la question de la solution, ce que l'on voit quand même sur ce que fait Emmanuel Macron, c'est qu'en fait, en réalité, les consultations qu'il a menées ne servaient à rien. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu était pipé dès le départ. Il ne voulait pas de Lucie Castet à Matignon, et l'objectif des consultations, c'était... Oui, on le comprend effectivement et on partage, mais l'objectif des consultations, c'était de faire porter cette responsabilité non pas par lui-même, lui seul, mais également le reste des autres partis politiques, notamment le Rassemblement national, pour qu'ils s'expriment en disant qu'ils ne veulent pas de Lucie Castet. Très clairement, pareil pour les Républicains et pareil pour le reste de la majorité. Donc c'est ça l'objectif qu'il avait en tête, parce que Emmanuel Macron pratique depuis le 7 juillet un déni de réalité, c'est-à-dire qu'il n'a pas compris aujourd'hui le message que lui ont transmis les Français. Le message que lui ont transmis les Français à plusieurs reprises depuis juin 2022, c'est de partager le pouvoir. En juin 2022, ils ont réélu Emmanuel Macron sur sa figure d'autorité, sur sa figure d'ordre par rapport face aux crises, face à Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Mais lors des législatives, ils lui ont déjà dit qu'il faut partager le pouvoir. Il n'a pas entendu ce message-là. Ensuite, après, les Français ont revoté aux européennes de 2024 puis aux législatives en infligeant les pires claques électorales à un parti présidentiel. Je vais faire tourner la parole, mais je suis très inquiet par la liaison avec Gilbert Collard, donc j'essaye de lui reposer Chez Emmanuel Macron, il y avait le même problème. Hein. Quand il a fait son allocution, on entendait mal. Ah oui, c'est très mal, mais je préfère écouter ce soir Gilbert Collard. Gilbert, est-ce que vous avez dit il va y avoir... Les syndicats vont mettre tout le monde dans la rue, LFI... Ça, c'est la grande question. À quel moment, lui, prendra la décision, ou non, peut-être jamais, d'ailleurs, de démissionner. Bon, merci Gilbert Collard, puisque ça marche encore. Moi, pour la liaison, elle est dangereuse. Je vous salue en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été en direct dans 100% politique, mais on va continuer à commenter vos propos parce que c'est très intéressant. Moi, je ne crois pas une seconde qu'il démissionne ou il l'envisage à un moment donné. En fait, la question sur la démission, ce n'est pas est-ce qu'il l'envisage, est-ce qu'il veut le faire ou pas. Aucun président de la République qui n'a démissionné n'a voulu le faire. La question de la démission se pose en fonction de la contrainte et du rapport de force instauré avec, d'une part, l'opinion publique et d'autre part, avec ce qui se passe au Parlement et notamment à l'Assemblée nationale. Lorsqu'il y a un blocage entre l'Assemblée nationale, donc le Parlement, et le chef de l'État, quel que soit le régime en France, c'était le cas notamment sous la Première République, c'était le cas également sous la Troisième République avec MacMahon, l'Assemblée, le Parlement gagnera toujours face au chef de l'État. C'est-à-dire que le chef de l'État n'a pas le choix aujourd'hui de démissionner si la Chambre est ingouvernable. MacMahon était donc président qui était de tendance royaliste, avait été contraint de démissionner parce qu'il refusait de nommer un président du Conseil, donc l'équivalent d'un Premier ministre, qui soit républicain. Et donc, à ce titre-là, l'Assemblée a gagné. Et c'est ce qu'on appelle après la Constitution Grévy. Donc, dès lors, le chef de l'État est peut-être contraint de démissionner si, par cas, à l'Assemblée nationale, une succession, vous observez une ingouvernabilité et une succession de premiers ministres qui se font balayer par des motions de censure. Parce qu'ensuite, après, les responsables politiques pourront prendre à témoin les Français et dire, dans l'opinion publique, vous voyez, le problème d'ingouvernabilité, ce n'est pas l'Assemblée. Si vous revotez dans un an, l'Assemblée sera vraisemblablement de la même couleur politique, de la même composition politique. Ben, j'en suis pas le sûr. Problème, c'est le président de la République et donc se posera la question de la démission. Moi, je ne suis pas sûr que l'Assemblée soit de la même couleur politique. Pas tout à fait, d'ailleurs. Il est possible. Vote du budget, quand même. Non, mais la question que vous posez pour la question de la solution, ce que l'on voit quand même sur ce que fait Emmanuel Macron, c'est qu'en fait, en réalité, les consultations qu'il a menées ne servaient à rien. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu était pipé dès le départ. Il ne voulait pas de Lucie Castet à Matignon, et l'objectif des consultations, c'était... Oui, on le comprend effectivement et on partage, mais l'objectif des consultations, c'était de faire porter cette responsabilité non pas par lui-même, lui seul, mais également le reste des autres partis politiques, notamment le Rassemblement national, pour qu'ils s'expriment en disant qu'ils ne veulent pas de Lucie Castet. Très clairement, pareil pour les Républicains et pareil pour le reste de la majorité. Donc c'est ça l'objectif qu'il avait en tête, parce que Emmanuel Macron pratique depuis le 7 juillet un déni de réalité, c'est-à-dire qu'il n'a pas compris aujourd'hui le message que lui ont transmis les Français. Le message que lui ont transmis les Français à plusieurs reprises depuis juin 2022, c'est de partager le pouvoir.
En juin 2022, ils ont réélu Emmanuel Macron sur sa figure d'autorité, sur sa figure d'ordre par rapport face aux crises, face à Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Mais lors des législatives, ils lui ont déjà dit qu'il faut partager le pouvoir. Il n'a pas entendu ce message-là. Ensuite, après, les Français ont revoté aux européennes de 2024 puis aux législatives en infligeant les pires claques électorales à un parti présidentiel. Je vais faire tourner la parole, mais je suis très inquiet par la liaison avec Gilbert Collard, donc j'essaye de lui reposer encore. Chez Emmanuel Macron, il y avait le même problème. Hein. Quand il a fait son allocution, on entendait mal. Ah oui, c'est très mal, mais je préfère écouter ce soir Gilbert Collard. Non, mais ce qu'il dit, en fait, aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il donne le mode d'emploi pour Emmanuel Macron pour choisir le Premier ministre. Et en fait, quand on regarde la composition de l'Assemblée nationale, il faut faire tout ce que ne fait pas justement le Nouveau Front Populaire. Le Nouveau Front Populaire, eux, ils comptent le nombre de députés qui sont pour eux. Or, la réalité, pour pouvoir choisir le Premier ministre, il faut compter ceux qui ne voteront pas une motion de censure. Et donc, en fait, ce qu'il dit aujourd'hui, c'est qu'en fait, avec l'état des forces, et je ne vais pas faire le calcul arithmétique pour pas ennuyer tout le monde, mais avec le rapport des forces actuelles, il faut que le Premier ministre soit en dehors du bloc présidentiel, c'est une évidence, mais même éventuellement du bloc central, parce qu'il faut faire baisser, il faut soit obtenir la neutralité du Rassemblement national, donc nommer un Premier ministre qui soit susceptible d'avoir l'assentiment d'une certaine façon du Rassemblement national, soit du Nouveau Front Populaire. Pour le Rassemblement national, ça justifierait la nomination de quelqu'un comme Éric Ciotti ou peut-être Robert Ménard, le maire de Béziers. Or, la réalité, c'est que s'il fait un truc alors comme vous ça... êtes le premier à citer Robert Ménard comme potentiel Premier ministre. Non, en gros, ce qu'il dit, c'est arithmétique. Si vous nommez une personne comme ça, vous n'avez pas la censure du RN. Et donc, vous pouvez gouverner. Sauf que cette personne-là va faire exploser votre majorité. À gauche, ce serait qui? Est-ce que Cazeneuve, par exemple? Voilà, et j'y viens. Parce que c'est celui qui a été cité par Gérald Darmanin. Et donc, à gauche, en réalité, il faudrait une personnalité qui puisse justement ne pas avoir la motion de censure juste des socialistes. Puisque si vous faites l'addition des voix des socialistes plus du bloc central, vous arrivez à quelque chose qui tiendra à l'Assemblée nationale et qui résistera à une motion de censure. C'est pour cela que nous pensons qu'il nommera quelqu'un qui sera plutôt un ancien socialiste ou un proche socialiste, plutôt un profil expérimenté, éventuellement Bernard Cazeneuve ou un ancien ministre de Hollande ou de Lionel Jospin. Gérald Darmanin. Je suis tout à fait d'accord avec ça. On va écouter Gérald Darmanin. Mais il faut l'écouter avec attention, Monsieur Bayrou. Il dit en gros ce qu'il a dit au président. Ça ne veut pas dire que le président va le suivre au mot près. Néanmoins, sa posture n'est pas idiote. Il nomme quelqu'un et puis le gars, il prend ses responsabilités, il essaie de construire. La manifestation ne va absolument pas prendre. Ils ont invité des syndicats, des associations. Bon, ça ne changera rien, mais encore une fois, on va parler d'eux, on va voir est-ce qu'il y aura des casses, est-ce qu'il y aura des choses. Dans le fond, Emmanuel Macron, je pense qu'il s'en moque. En revanche, qu'Emmanuel Macron s'en moque, moi, ça me choque, puisque, encore une fois, entre les deux tours, il a fait alliance avec la France insoumise, avec le Nouveau Front Populaire, et maintenant que tout le monde a eu ses petits postes, que tout le monde a sauvé sa place, eh bien, il s'en fiche. Ouais. Moi, ce qui est marquant quand même sur la France insoumise, c'est que la France insoumise est le premier parti à se mobiliser contre le fascisme, mais ils importent et ils utilisent aujourd'hui des méthodes qui sont celles des groupements fascistes des années 30, c'est-à-dire on manifeste dès qu'on conteste les résultats d'une élection. C'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Et puis surtout, moi, ce qui m'interpelle, c'est que cette stratégie de manifester tout le temps, de bordéliser la société, ce qui vient d'être dit, ne fonctionne pas. Moi, je prends un exemple souvent, c'est lorsqu'on a vu la manifestation contre la réforme des retraites en janvier 2023, ce que l'on a vu, c'est qu'en fait, la manifestation a très vite pris, on est très vite arrivé à 1 million de personnes, et puis en fait, quand la France insoumise est arrivée, on a diminué à 800 000, 700 000, et il a fallu que les syndicats reprennent en main... Il y avait le mouvement d'usure. Oui, sur les 3 premières manifestations. Il a fallu que justement les syndicats reprennent en main la manifestation pour qu'on ait, au début février, une augmentation de la participation dans la manifestation. J'insiste, peut-être à tort, que le fait que le Parti socialiste, celui de M. Véran, celui du maire de Rouen et de quelques-uns de leurs amis, qui ont parti lié avec M. Mélenchon et ses amis, leur refus, à l'heure qu'il est, de se joindre aux manifestations populaires, dites populaires, du 7 septembre, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, est ainsi. Lorsqu'ils interviennent face à des refus d'obtempérer, ils ont 2 choix, c'est soit la prison, soit malheureusement le cercueil. Et là, en l'occurrence, on est dans ce cas-là. C'est fort dommageable. Pourquoi ? Parce que la prison, parce qu'en fait, quand on regarde aujourd'hui, la police est l'un des corps de l'administration française les plus contrôlés. Il y a 3 enquêtes par jour contre des policiers aujourd'hui dans notre pays. Et donc, c'est un travail qui est fait par l'administration. Deuxième élément, c'est qu'ils ont le choix avec justement la question du cercueil. Et pourquoi ? Parce que il y a 27 000 refus d'obtempérer aujourd'hui, c'est un véritable fléau par an. Et c'est 50% 70 de plus, par jour. 70 par jour, un toutes les 30 minutes. C'est 50% de plus qu'il y a 10 ans. Nous, on avait travaillé sur cette question-là et on avait produit un rapport dessus. C'est 50% de plus qu'il y a 10 ans.
Or, ce que l'on voit, c'est que dans 20% des cas de refus d'obtempérer, le policier normalement doit prendre son arme parce que justement sa vie est en danger. Or, ce que l'on regarde quand on analyse les chiffres du ministère de l'Intérieur, les chiffres du ministère de l'Intérieur, dans 1% des cas, le policier use réellement de son arme. Pourquoi ? Parce que le policier ne le fait pas, parce que justement aujourd'hui, il va être contrôlé et il va y avoir effectivement un lynchage médiatique et un lynchage politique à l'encontre de cette administration. Je trouve cela fort dommageable. Si jamais c'était l'inverse, que c'était le délinquant qui avait été tué, là je vais vous dire, parce que j'ai pas vu, il y a des gens qui n'ont pas réagi, j'ai vu aujourd'hui. Ce sera probablement un Premier ministre issu ou un ancien socialiste, mais par contre moi ça me pose une question. Quand est-ce que va s'arrêter le braquage politique du Parti socialiste ? Parce que ce parti-là, aujourd'hui, a fait ne pèse rien dans l'électorat. Il a fait 6% à la présidentielle de 2017. Il a fait 2% à la présidentielle de 2022. On va me dire qu'il a fait 14% avec Raphaël Glucksmann, mais la réalité, c'est que le vote de Glucksmann, ce n'est pas un vote d'adhésion du Parti socialiste, c'est un double vote rejet, un vote contre Mélenchon et contre Macron. Donc le Parti socialiste ne pèse rien dans l'électorat et on est en train de discuter d'eux pour Matignon. Ils ont les plus grandes villes du pays, ils ont la mairie de Paris, ils ont Lille, parce qu'ils ont un ancrage local, ils ont tous ces choses-là, ils ont Nantes, etc. Et puis ils ont toutes les autres les grandes administrations du pays, Cour des comptes, Conseil d'État, etc. Quand est-ce que cela va s'arrêter aujourd'hui ? C'est pour ça qu'il ne faudra pas nommer une personnalité, même si elle a été socialiste il y a longtemps, qui ne l'est plus par sa mission plus récente, obligé d'être un personnage. Si on peut dire, ou le préjudice selon l'angle que l'on adopte, c'était 365 000 €. Donc en fait, les personnes qui cambriolent prennent en moyenne, c'était je crois entre 6 000 et 10 000 € par logement. Ils se disent, si jamais, c'est comme les trafiquants de stupes, si jamais je vais en prison, c'est un risque à prendre. Voilà, donc malheureusement pas étonné. Notre société française aujourd'hui est gangrénée par la culture de l'excuse. C'est-à-dire qu'on excuse tout aujourd'hui aux délinquants. Et cette culture de l'excuse, elle aboutit à une culture d'impunité, puisque effectivement, les taux de récidive dans la délinquance de faits ordinaires explosent. Par exemple, je prends l'exemple, après un séjour en prison, notamment un séjour d'un an en général, ou de 2 ans, après un séjour, c'est 30% de taux de récidive. Dans l'année qui suit justement la sortie de la remise en liberté. Cette culture de l'excuse, il faut y mettre fin. Et pour mettre fin à cette culture de l'excuse, c'est véritablement un changement politique et un changement de doctrine à employer. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de dire c'est la pauvreté qui explique la délinquance. Est-ce qu'on le veut ? Quand est-ce qu'on le voudra ? Une grande partie du spectre politique reste sur cette logique. Parce qu'on achète la paix sociale. C'est comme pour les trafics cet argument fonctionne de moins en moins et ne fonctionnera plus pour les décennies à venir. Je crois qu'il y a aussi des parents largués, je crois qu'il y a des parents qui il y a un moment où se structurer quand vous faites des enfants. Sur la question des mineurs délinquants, c'est une évolution de société. C'est une évolution de société puisque, effectivement, vous avez rappelé le rapport coût-bénéfice aujourd'hui. En fait, ce qui fait plonger les jeunes dans la délinquance, c'est le trafic de stupéfiants, bien souvent. Et c'est pour ça qu'on commence à avoir des délinquants qui ont 10, 11, 12, 13 ans, 14 ans et bien évidemment un peu plus. On le voit effectivement, vous l'avez rappelé, les émeutes aujourd'hui. Quand on regarde les interpellés, nous on a fait ce travail-là, les interpellés des émeutes de 2005, il y avait entre 20% et 15% de mineurs. Aujourd'hui, on est à plus de 50% de mineurs qui sont interpellés dans le cas des émeutes de 2023. Ça démontre que la délinquance aujourd'hui évolue. Elle est de plus en plus jeune parce qu'effectivement, les narcotrafiquants utilisent le droit des mineurs pour pouvoir prospérer leur pratique. Et donc, il faut poser la question, si la société évolue, pourquoi ne pas faire évoluer le droit à l'égard en suivant les évolutions de la société et donc effectivement revenir sur leur... Alors l'ordonnance de 45, elle a été réformée 39 fois et maintenant on a le code de justice pénale des mineurs. Donc des réformes on en a fait, on voit le résultat, rien n'a changé. Si vous ne changez pas la philosophie de l'ordonnance de 45 qui est la pédagogie. C'est ce que j'allais dire. Voilà, donc en fait si vous faites des réformes pour faire des réformes... C'est une question idéologique et philosophique. Plus arrêter les arrivées de nouvelles populations problématiques. Oh mais écoute, j'ai le sentiment d'avoir fait ce débat 1000 fois. Un millier de fois. Rien n'a changé ou rien ne change ou très peu de choses changent. On a parlé encore une fois de la politique à l'égard des mineurs délinquants qu'il faudrait peut-être quand même commencer à accepter de revoir.